Bonjour et bonsoir. Il ne connaissait pas grand monde et il n'était pas bien riche et même souvent très pauvre. Ils regardaient autour d'eux et saisissaient la poésie de tout ce qui leur ressemblait. Les pauvres choses abandonnées par la vie des gens ordinaires, les débris, les vieilleries, ce qui était jeté et dépareillé. Leurs âmes étaient fortes et simples, avec le sens de la place de l'homme parmi les autres, celui du fil de l'existence dans la cité et dans l'histoire, et celui de la beauté pour qui sait entendre et voir. Ignorant indifférences et moqueries, portés par leurs songes et une énergie peu commune, ils ont construit des palais, modelé des paysages, pour rendre grâce et pour transmettre. En un mot, ils furent, ils sont poètes. Ce sont les artistes frères du facteur Cheval, dont le palais de Haute-Rive est désormais admiré universellement. Les bâtisseurs du rêve. La culture et la beauté n'appartiennent pas uniquement à ceux qui savent ou qui possèdent, mais aussi et peut-être avant tout à ceux qui songent. Alors, ce petit compliment était destiné à rendre hommage à mes invités d'aujourd'hui pour qui j'ai la plus vive admiration. J'ai commencé à présenter cette émission de dos parce que le décor tout à fait magnifique qui a été réalisé pour nous par Alain Vague impliquait aussi que l'on voit bien le dos du fauteuil dans lequel je suis assis. Ce décor, on aura l'occasion de le découvrir tout au long de l'émission. Alain Vague est à sa manière aussi un bâtisseur du rêve. Et il est aussi un automobiliste du rêve car vous verrez sur ce décor une très belle voiture entièrement en céramique. Grâce lui soit rendue pour le cadeau qu'il nous a fait. Alors à ma droite, Lise Tatin, Lise Gron-Tatin, épouse de Robert Tatin. Le musée de Cossé-le-Vivien en Mayenne est justement un de ces bâtiments du rêve dont nous allons parler aujourd'hui. À côté de Lise Tatin, Clovis Prévost. Alors c'est à Clovis Prévost et à Bernard Lassus que l'on doit l'émission d'aujourd'hui. En effet, ils ont l'un et l'autre publié des livres tout à fait magnifiques sur cette architecture du rêve. Et l'on doit à Clovis Prévost et à Jean-Pierre Jouve et à Claude Prévost le premier grand livre, je crois, exhaustif sur le facteur Cheval. Le facteur Cheval qui est un peu notre père à tous dans l'émission d'aujourd'hui. À côté de Clovis Prévost, monsieur Iri Alvetz. Alors monsieur Iri Alvetz est restaurateur à Trouville, mais il a aussi consacré une énergie fantastique à reconstruire dans un village de Normandie, Saint-Vincent-la-Rivière, la chapelle Sixtine. On verra à l'intérieur de la chapelle, de cette chapelle Sixtine reconstituée tout son travail de peintre. À côté de M. Iri Alvetz, donc Bernard Lassus, qui est professeur aux Beaux-Arts et dont le livre Jardins imaginaires nous a donc servi pour l'émission d'aujourd'hui. À ma gauche, M. Robert Vasseur et son fils Claude Vasseur. Alors M. Robert Vasseur est vraiment un des frères du facteur Cheval. Il a construit à Louviers sa maison et sa maison est absolument une merveille. On aura l'occasion de la voir longuement à travers l'émission. Et enfin, Alain Vague, notre bienfaiteur de la journée. Alors, je voudrais d'abord quelques petites idées pour qu'on essaye peut-être de fixer les choses. Et pour cela, on va s'adresser à Clovis Prévost et à Bernard Lassus. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'au départ, il y a toujours la notion de songe. Les maisons construites par le facteur Cheval et par ses frères sont des maisons qui ont été vues un peu dans une illumination au départ, Clovis Prévost. Oui, tout à fait. Il y a une racine essentielle dans toute démarche de création. C'est je vous interromps une seconde. On va voir tout de suite là, des images du facteur Cheval. Oui. Rêve et création sont liés. Hein. Le rêve est une création. Hein. Donc quelqu'un qui se met à rêver crée aussi. Bon, mais alors évidemment, le passage du rêve à la création véritable, inclure le réel dans l'imaginaire, là, c'est plus difficile. Et là, on assiste évidemment à des prouesses extraordinaires à travers ces réalisations. Et ce sont en général des créateurs, donc des sortes de démiurges qui reviennent à l'origine. L'origine est le songe et le songe qui est le mythe en même temps, qui est l'origine de chaque chose. Alors le facteur Cheval notamment, on voit là des images du palais du facteur Cheval. Le facteur Cheval en parlait très bien. Il dit qu'un jour, alors qu'il faisait ses tournées de facteur, c'était un homme très solitaire, c'était un homme très replié sur lui-même et qui était très heureux de faire ce travail de facteur parce que ça lui permettait justement de voyager et d'être solitaire. Un jour, il rencontre un caillou. Oui, en fait, toute sa tournée pendant 30 ans, avant de matérialiser son rêve, c'était une rêverie dans la campagne de la Drôme, et tout son palais est un vaste hommage à la géologie et à la présence ancienne de la mer, des minéraux,
des coquillages, en fait, tout ce passé mythique. Donc il y a une rêverie qui a accompagné le facteur cheval pendant des années, pendant son travail de facteur, dans une tournée qui faisait presque 30 km par jour. Donc cette accumulation, cette sensibilité qui s'est exacerbée au contact de la nature et des pierres, des rochers, des vestiges anciens, tout ça a nourri véritablement une sensibilité qui a explosé à un certain moment. Il y a eu une rencontre avec la pierre, bien entendu, et qui était un peu un détonateur. On voit ces images absolument magnifiques. Alors il y a une profusion incroyable. Il y a tout un monde là, et pourtant le facteur cheval était au départ un homme qui n'avait pas d'instruction. On voit ces textes, il y a plein de fautes d'orthographe, il était presque illettré. Comment est-ce que vous expliquez à la fois cette force créatrice et puis le fait que c'est parti d'un homme qui ne savait pas grand-chose au départ? Eh bien, ça, c'est une question essentielle, je crois. Quand on voit le palais dans sa matérialité, hein, on croit rêver, on a l'impression que c'est du patois, en fait, hein, que c'est une langue étrangère, d'un seul coup, parachutée au milieu d'une région qui est très, disons, rustique. Et en fait, ces écrits... n'ont plus rien à voir avec l'imagination des formes et des pierres. Dans son texte, dans ses textes, dans ses journaux, là, c'est la langue Jules Ferry, la langue imposée, et normative, si vous voulez, qui cherche des explications presque logiques à une démarche. Et en fait, il faut bien se replacer au niveau de la démarche profonde, qui est en fait une résurgence d'un langage enfoui, originel, qui revient très fort. Bernard, un autre document sur le facteur cheval, et puis après on quittera le facteur cheval. Mais le facteur cheval, la reconnaissance du facteur cheval par Malraux a quand même été un déclic, je crois, historiquement, qui fait qu'on s'est intéressé tout d'un coup à ces artistes, celle cassée. Et Alain Vague, vous êtes allé chez le facteur cheval et vous nous avez rapporté des pierres. Il y a d'ailleurs des photos où on vous voit dans une rivière à côté. Oui, parce que j'ai trouvé peut-être une des sources où le facteur cheval s'est approvisionné, qui est donc cette rivière, et j'étais un peu déçu, quoique je sois fan du facteur cheval depuis des années, de m'apercevoir qu'il y a peu de cassons, il y a surtout des cailloux et des coquillages, mais fabuleux. Je regrette qu'il n'en ait pas mis un peu. Il a juste mis un petit vase sur son tombeau, et donc moi je suis plutôt casseur d'assiettes, parce que étant céramiste et un peu flemmard, au lieu d'aller à la rivière, je vais à la sortie de mon four. Et ce que j'adore dans, je dirais, Cheval, c'est que c'est le premier citoyen artiste, je dirais, c'est le premier qui a dit je fais un palais comme les rois, puisque je peux le faire. Donc moi, Cheval m'a montré la voie, c'est-à-dire de dire tout est possible, on peut s'exprimer. Bon, moi, ma manière, c'est le casson, un autre, ça sera le caillou, le bois ou le carton. Et à ce niveau-là, personnellement, je me comporte, moi, dans le paysage, par exemple, comme l'EDF. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire une ligne de poteaux roses qui fait qu'on découvre la vérité, que derrière ces poteaux roses, il y a un poteau EDF qui, dans le temps normal, détruit le paysage. Alors, là, Alain Vague nous dit énormément de choses. Et d'abord, il nous dit une première chose, c'est qu'il y a des familles, Bernard Lassus. Hein. Il y a les assiettes, et puis il y a ceux qui récupèrent des pierres. Il y a plusieurs courants de pensée et d'utilisation des matériaux. Et il y a aussi plusieurs objectifs dans l'utilisation de ces matériaux. Parce que M. Vasseur parlait tout à l'heure du problème de la distraction, parce qu'il est modeste. Mais je crois qu'au-delà de ce problème de la distraction, il y a, au travers de ces matériaux, qui sont effectivement, comme vous le disiez, soit des matériaux que l'on peut trouver à même le sol, ou des matériaux d'utilisation, comme les vieux pneus, comme, par exemple, qui sont très souvent utilisés, on s'aperçoit que ces matériaux concourent à une organisation. Moi, je crois que c'est ça qui est, enfin, pour moi, l'essentiel. C'est une organisation vis-à-vis de l'extérieur. Par exemple, pour le facteur cheval qu'on vient de voir, moi, j'aurais tendance à proposer aussi une interprétation. Il n'est pas dit que le facteur cheval ne soit pas allé dans l'interprétation qu'il donne au-delà de la manière dont le public pouvait reconnaître son œuvre. On peut être tenté aussi de penser qu'il avait peut-être rêvé un peu autre chose que ce qu'il nous dit, dans la mesure même où la reconnaissance par les autres n'est pas toujours à l'image de ce qui est fait. Et par exemple, j'aurais tendance à dire maintenant que le facteur cheval a peut-être fait une arche de Noé, mais pas une arche des animaux, mais une arche des monuments. Ce qui expliquerait pourquoi ce bâtiment est seul, isolé, entouré d'endroits qu'il n'a absolument pas aménagés et qu'il n'a absolument pas touché sa maison. Donc c'est une arche. Mais dans cette arche, il n'a pas mis des animaux, il a mis des monuments. Donc cette espèce de métaphore de l'arche de Noé. Mais ça, il ne le dit pas. Ce n'est qu'une interprétation personnelle. Mais je serais tenté
de penser que c'est dans ce sens. Mais il est évident que ceux-là même qui voyaient dans un premier moment cette énorme construction que présentait le facteur cheval, l'identifiaient comme un palais. Par conséquent, ils répondaient par là même aussi au terme de palais. Donc c'est aussi une des difficultés, je dirais, d'entrer en communication avec ce qui est montré, c'est que parfois, leurs auteurs, au fond, vont dans le sens de la première reconnaissance du public qui les observe. Alors il y a aussi ce qui expliquerait la modestie de M. Vasseur. Il y a aussi le sens des formules. Il y a des formules très très fortes, inscrites. Il y a le désir d'inscrire quelque chose et d'inscrire des pensées, Clovis. Il y a des tas de pensées du facteur cheval inscrites sur les murs. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Ça, justement, il se cherche à travers ses pensées, ses proverbes, à se concilier un peu la morale ambiante. C'est dans le sens de la reconnaissance, un peu un geste vers le public. Il y a œuvre de réconciliation en même temps avec l'extérieur et en même temps défense très forte. Mais il a quand même inscrit sur son palais à la fraternité des peuples. Et c'est un pont fabuleux, ce palais. C'est une espèce de microcosme général qui mélange l'Inde, l'Égypte, la Grèce avec la Drôme. Donc c'est une espèce de totalisation. On est en pleine utopie de réconciliation dans une démarche comme ça. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, de communiquer avec le ciel, de communiquer avec les éléments fondamentaux. Et quand je parlais tout à l'heure du facteur cheval, où c'était une arche, il y avait à la fois effectivement les bâtiments, parce qu'il y avait le sol, il y avait le rocher, mais il y avait aussi la mer. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble, les ensembles référentiels des paysages. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souvent appelé ça des habitants paysagistes, parce qu'ils se situent. Il se situe. Nous savons tous qu'autrefois, la maison française était située aux bordures de la forêt. Tout du moins, c'est le mythe général. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre la maison et la forêt? Il n'y a pas toujours que l'arbre taillé du jardin classique à la française. Mais nous voyons aussi une démarche identique. C'est que ces habitants construisent les intermédiaires entre la maison et la forêt. Mais la forêt n'existe plus. C'est pour ça aussi qu'on voit des Blanche-Neige. Parce que qu'est-ce qu'elle voit, Blanche-Neige? C'est pas Blanche-Neige qu'il faut regarder dans le jardin. Mais il faut regarder ce que les yeux de Blanche-Neige peuvent voir. Alors, autre chose au monde et ceux qui font leur habitat. On pourrait aussi dire que tous, quelque part, on trouve le tombeau inclut tout le travail du facteur cheval. Le palais, c'est un gigantesque mausolée, en fait. Hein. Ça tourne autour du problème de la mort et de l'idée de pérennité. Bon, ça, c'est manifeste. Il a fait, à la fin de sa vie, encore son tombeau dans le cimetière, où il est enterré avec sa famille. Bon, Picassiette à Chartres, c'est pareil. Il y a la petite maison très simple, en mosaïque. Au départ, c'est ça. Et puis, progressivement, on tombe sur le versant dit du sacré, entre guillemets. Il y a un espace du corps, un espace de l'esprit, toute une organisation de l'espace qui s'articule autour de cette croyance de la séparation de l'esprit et du corps, et toute la maison et le parcours s'organisent autour de cette idée-là. Donc il y a, chez Picassiette par exemple, là... Comme je dis, je ne sais pas que j'ai envie d'être enterré, mais enfin le jour qu'il faudra y aller, le tombeau est prêt, je l'ai creusé. Et puis c'était nu un peu la chapelle au départ. Alors j'ai dit ça va meubler un peu. Alors j'ai fait un tombeau avec mon gisant dessus. Monsieur Lassus, cette notion de tombeau, c'est très important. J'avoue que j'ai été moins, je constate effectivement qu'il y a assez souvent des tombeaux, mais j'ai été moins sensible à ces tombeaux. Je crois qu'ils viennent d'ailleurs dans une autre période de la vie aussi. Je crois qu'on ne peut pas... C'est une phase. Je dirais que c'est une phase au moment de la fin de l'existence, où tout du moins on s'en oriente, et il est exact qu'à ce moment-là, d'autres problèmes peuvent surgir. Mais, et bien que, pour des raisons évidentes, qui sont que la plupart de ceux qui font ces aménagements les font relativement tard dans leur existence, la raison étant simplement qu'ils n'ont pas de temps libre. Ils ne font cela qu'à partir du moment où ils ont du temps libre. Donc, le plus souvent, ceux qui font ces réalisations sont des gens qui sont proches de la retraite ou en voie de la retraite. Et Monsieur Vasseur, vous avez commencé à travailler à partir de quand? À partir de 1952, à l'âge de 44 ans. Donc vous n'étiez pas retraité encore? Ah, pas encore, non. Et je faisais le ramassage du lait. Et à l'époque, je pouvais en faire, c'est-à-dire au moment où on pouvait faire du ciment, j'avais le ramassage matin et soir. Alors c'est dans l'après-midi que j'avais une demi-heure, une heure pour... parce que je partais le matin à 5h30, 5h, et puis je rentrais à midi. Je repartais quelquefois à 5h, je rentrais à minuit. Mais il y a cette notion tout de même que le travail devient plus important, prend tout l'essentiel de la vie à partir du moment où on est à la retraite. Depuis que vous avez pris votre retraite, vous n'avez fait que ça finalement.
C'est-à-dire, j'en fais maintenant au compte-gouttes parce que forcément les murs se rétrécissent. Les murs se rétrécissent pas, mais c'est la place qui devient. Alors, il m'a pris d'en faire des reliefs. Maintenant, je fais des dessins sur les murs habillés. Monsieur Wetz, est-ce que vous travaillez toujours comme restaurateur ou est-ce que l'essentiel de votre activité, c'est l'église? Non, j'ai quand même pris ma retraite, j'ai 82 ans. Alors, il faut laisser un peu la place aux jeunes. Mais il suffit que je trouve un bout de bois et puis je me mets à sculpter. Ou alors peindre des tableaux, je peux en faire autant que je veux. Il y a cette idée, Lise Tatin, que quand votre mari a commencé à construire son musée, c'était l'idée du dernier voyage. Il y a beaucoup de bâtisseurs du rêve qui sont installés dans des forêts, d'ailleurs. C'est ce que nous disait, d'ailleurs, d'une certaine manière, Bernard Lassus tout à l'heure. Il y a, chez René Vasseur, de très beaux animaux inscrits sur les murs. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette présence de l'animal, Clovis? Je crois que ça, c'est la grande nostalgie de la nature, hein, du côté dit paradisiaque, entre guillemets, en fait, qu'on a peut-être perdu, une espèce de mythe de l'âge d'or qui revient à travers, effectivement, l'animal, qui peut être aussi démoniaque, hein, parce qu'il y a un côté aussi démoniaque dans tout ça, le côté un peu satanique, enfin, disons, de la création qu'on peut pas évacuer. Hein. Et puis, donc, tout ça vient habiter, évidemment, l'œuvre. Mais le côté nature est quand même très précis. Ce sont des gens qui revendiquent des racines paysannes, des racines très fortes. Et donc, nous, dans notre univers, dans notre société actuelle, toutes ces racines-là sont coupées progressivement. Donc on a un retour, si vous voulez, à mon avis, une résurgence de ces formes-là tout à fait... Donc le monde entier reconstitué. Alors une dernière question à Érial Wetz. Le monde entier reconstitué, avec notamment les choses magnifiques qu'ont fait d'autres hommes avant reconnus, et ce travail extraordinaire d'Irial qui repeint la chapelle Sixtine. Vous étiez allé à Rome, Érial Wetz, ou comment est-ce que vous avez travaillé? Je l'avais vu une fois. Une fois? Oui, mais j'y suis retourné quand la mienne était presque finie. Parce que j'ai pris quelques croquis pour des détails que je n'avais pas. Et entre-temps, vous avez travaillé comment? Sur des planches en couleur? J'avais des photos. Bon, et puis j'avais Match. Dans Match, il y avait toutes les... sur Michel-Ange. Alors j'en ai commandé 6 pour en avoir de quoi peindre, parce que pendant 18 mois, hein, et j'ai peint tout ça d'après ces photos. On pense au douanier Rousseau et à ces fameuses et à ces originales. Alors, j'ai gardé Alain Vague pour la bonne bouche, parce que je voudrais savoir, vous êtes un jeune homme, comment est-ce que vous avez choisi, vous êtes un céramiste qui a grande réputation, vous connaissez bien votre métier, comment est-ce que vous avez choisi de vous intéresser de plus en plus à cet univers et de le rejoindre? Je pense qu'on disait tout à l'heure que c'était un art de retraité, je pense que c'est un art de personnes qui arrivent plutôt à goûter la qualité de la vie et du temps, et j'ai la chance d'avoir un métier qui marche bien, et plutôt que de partir à Acapulco ou ailleurs, je dirais, j'ai la chance de pouvoir casser des assiettes, de pouvoir casser des carreaux, et de m'exprimer avec, et de dire... C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une petite connotation révolutionnaire ou un peu politique, notamment pour moi dans le facteur cheval, qui était quelqu'un qui a refusé l'ordre établi, qui a refusé l'école, qui a refusé l'académisme, qui a refusé beaucoup de choses, même si c'est diffus, même si on dit que c'est un rêve, même si on trouve du mysticisme. Personnellement, moi je suis plutôt un cosmique, et si je fais un tombeau, c'est plutôt un tombeau roulant, je dirais, c'est une voiture. C'est un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça, je dirais. Vous ne disait pas à tombeau ouvert, excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher. Non, non, mais c'est prôner et dire aussi que c'est futile. Je dirais, pour moi, je ne suis pas un fanatique de la voiture. Je suis, au contraire, j'ai l'impression que je désacralise un peu la voiture, et ça me permet de m'exprimer totalement. C'est-à-dire que ce que je sais faire, c'est la céramique. Alors Bernard Lassus, il y a encore une idée qui est très intéressante, c'est ce désir de ne laisser de côté aucun des traits du monde moderne ou des traits qu'utilisent les gens ordinaires. Alain carrosse une voiture en céramique, ça a l'air d'être une idée folle. Et de la même manière, M. Vasseur utilise de la vaisselle pour faire sa maison. C'est un détournement finalement du sens de notre monde. Absolument. Là, nous assistons à des glissements de sens et à des récupérations de sens. Et effectivement, ce sont des sens critiques.
Là, je crois que ça vient de nous être dit très clairement. C'était presque une périphrase, mais c'était assez clair. C'est qu'effectivement, c'est un glissement. Alors peut-être d'ailleurs que vous pouvez nous dire vous-même quel est ce glissement. Mais il nous le dira ou il nous emmènera dans ce glissement. J'espère bien faire un tour tout à l'heure en voiture. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à Bernard Lassus? Non, je trouve que c'est tout à fait ça. C'est un art critique. Si un art, je dirais, c'est un artisanat, c'est une façon. On parlait tout à l'heure de gens qui parlent avec la plume ou avec la musique. Donc je parle avec la céramique, et notamment dans les poteaux roses. J'en reviens à ça parce que c'est pour moi un point important. Je rêve de les voir, les poteaux roses de l'EDF. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, parce que moi j'ai un problème avec l'EDF. Donc j'essaie de me comporter dans le paysage comme l'EDF. C'est-à-dire je plante des poteaux sans demander rien à personne. Ouais, alors vous allez revenir, parce que je pense qu'on va faire une émission sur l'EDF et qu'on va vous faire venir. Alors, Iriel, quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire quand on vient voir votre chapelle? Parlez bien dans le micro. Le principal, c'est qu'on le trouve bien, c'est déjà ça, quoi. Ça vous suffit? Oui. Clovis, la reconnaissance officielle de cet art, on la doit à Malraux, on en parlait tout à l'heure. Oui, mais bon, avec beaucoup de mal. Hein. Malraux a classé le palais contre l'avis de la commission des monuments historiques à l'époque. Il a compris, lui, hein, quand même. Ah ben oui, mais la commission n'avait pas compris, apparemment. Donc, là, il y a un problème. Monsieur Vasseur parlait tout à l'heure de l'incompréhension de la municipalité vis-à-vis... Bon, ben ça, c'est classique. On retrouve ça un peu partout. On a là un problème de rapport entre la norme et la marge. Hein. Ce sont des œuvres marginales qui ont du mal à être, de toute façon, leurs auteurs quelquefois cherchent, revendiquent cette force d'opposition et de rupture. Hein. Quelquefois, c'est vraiment un excès, un exil. Ça se fait contre les bonnes normes bon. Et alors, évidemment, la société le rend bien. Je veux dire que aussi, et ça, c'est classique. Et souvent, des démarches comme ça et des œuvres comme ça périssent de leur belle mort par manque de compréhension. Donc c'est hors musée, hors institution. Bon, quelquefois, bon, c'est plus ou moins récupéré, plus ou moins admis, donc ça refonctionne. Donc il y a reconnaissance qui arrive à jouer, bien évidemment. Et même dans l'esprit souvent de ces auteurs, il y a un désir de reconnaissance. Ça fait pont vers les autres, sinon ce serait une sorte de folie. Ils tourneraient en rond sur eux-mêmes avec leur propre travail. Et donc il y a toujours, c'est ambivalent, hein, ambigu. Il y a toujours une double stratégie d'appel, de défense, de reconnaissance. Vous voyez, c'est un double jeu. La maison de Picassiette à Chartres, Bernard Lassus? Oui, elle est classée depuis peu de temps, mais elle est classée, effectivement. Ils ont fait des expositions de mode il y a 5-6 ans, 6-7 ans. Ah oui, alors des expositions de mode, il y a aussi une récupération comme ça à la mode. Ça, c'est un danger aussi. Quel est il faut malheureusement, on n'a plus que 3-4 minutes. Quel est le plus grand danger qui pèse sur ce genre de monument, Bernard Lassus? Je ne crois pas qu'on puisse parler de danger. Parlez bien dans le micro. Je ne crois pas qu'on puisse parler de danger. Je crois plutôt qu'il s'agit d'œuvres qui sont des œuvres personnelles, menées dans l'existence et qui font partie de l'existence de ceux-là même qui le font. Et il est exact que jusqu'à présent, ces œuvres meurent avec ceux-là même qui les font, tout du moins le plus souvent. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le constater, n'est-ce pas? C'est un fait. Oui, mais justement, M. Vasseur vient de le dire. Et je dirais même que c'est extrêmement dramatique, parce que cette œuvre est tellement consubstantielle à ceux qui l'ont faite. D'ailleurs, le problème du tombeau qui était évoqué par Prévost tout à l'heure en fait partie. Je crois qu'il est lié à cela. C'est que l'œuvre se termine, si vous voulez, un peu comme l'escargot dans sa coquille, si vous voulez, par la partie terminale, par effectivement la présence de celui qui l'a faite, qui en est indissociable. Je crois qu'il y a là un phénomène de non-dissociation possible de cette œuvre, en ce que, justement, ce n'est pas une œuvre d'objet. C'est une œuvre de relation. C'est une œuvre qui pose les termes de relation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je crois qu'il faut tenter d'en rendre compte, mais je ne suis pas certain qu'il faille les conserver. Alors on donnera à liste. Je voudrais d'abord qu'on écoute ma jeune collaboratrice Lila, qui a des nouvelles à nous donner. L'album de Rita Mitsuko est sorti chez Virgin. Une très belle exposition qui s'achève demain. Corps sculpté, corps paré, corps masqué, chef-d'œuvre de la Côte d'Ivoire au Grand Palais. Dépêchez-vous. Art Makondé, tradition et modernité au Musée national des arts africains et océaniques jusqu'au 8 janvier. Saint-Germain-des-Prés, 1945-1950 au Pavillon des Arts jusqu'au 7 janvier.
Quelques ouvrages à propos des créations originales d'artistes. L'artiste et les commissaires par Yves Michaud aux éditions Jacqueline Chambon. Par Christian de la Campagne, Outsiders aux éditions Mangès. Par Jean Telet, Les excentriques de l'assiette anglaise aux éditions Dumay. Par Bruce Newman, Meubles insolites aux éditions Flammarion. J.M. Basquiat par Michel Henrici aux éditions de La Différence. Par Annie Guédras, le catalogue raisonné des céramistes de Jean Cocteau aux éditions Théier d'Hermie. Objet du jour, la première voiture céramique du monde, Bleu Lagon. Pas seulement superbe, elle a en plus déjà avalé 6000 km. Cette voiture est signée le céramiste fou Alain Vague. Toute la nuit dernière, ce bâtisseur du rêve a créé pour vous, avec son équipe Laurent Vague, Georges et Michel Lardos, ce décor magique. Les colonnes, le trône de Frédéric, entre autres. Pour vous, il a été sur les lieux du palais idéal. De sa visite, il a apporté quelques souvenirs. Là, voici derrière moi. Ma tenue est signée Poupounette. Je vous embrasse et à demain. Là, je trouve que c'était assez extraordinaire. Entre la tenue signée Poupounette et Alain Vague, baptisé le céramiste fou, quant à moi qui suis inscrit sur un trône, je trouve qu'il y avait beaucoup d'éléments surréalistes.